Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle émission, ce nouveau podcast sur les séries qui s'appelle Intersaison, un podcast qui est tiré d'une nouvelle revue qui vient de paraître chez Garnier, une revue animée notamment par Emmanuel Taïeb, son rédacteur en chef. Emmanuel qui est là avec nous, Bonjour Emmanuel. Bonjour Nicolas. Alors Emmanuel, cette nouvelle revue sur les séries, cette revue saison dont on a tiré cette intersaison, c'est quoi ? Une revue qui manquait, de mon point de vue, une revue papier sur les séries, à mi-chemin entre le magazine et le périodique, sans ambition académique, mais avec plein d'ambition, de plaisir, d'écriture libre, de partager tout ce qu'on a envie de dire sur les séries, quel que soit d'ailleurs le statut des intervenants. L'important, c'est les textes, le plaisir d'écrire les textes et le plaisir de les lire. Et la revue sort donc le 7 avril. Elle sera disponible dans toutes les bonnes librairies. Elle sera disponible à la commande. Elle sera disponible sur le site de l'éditeur Classique Garnier. Et voilà, on a une équipe de choc dont plusieurs représentants sont là aujourd'hui avec nous pour Intersaison, le podcast de saison. Voilà, donc ce podcast aujourd'hui réuni, on a trouvé des saisonniers qui changeront selon les émissions. Alors, première saisonnière et non des moindres, Marjolaine Boutet, historienne des séries, qui est chroniqueuse aussi dans l'émission de France Inter, l'excellente émission de Xavier Le Herper, 1 heure en série, que l'on retrouve tous les samedis. Bonjour Marjolaine. Bonjour. Donc oui, il y a aussi aujourd'hui avec nous Gilles Verviche qui est pop philosophe, qui travaille beaucoup avec les séries. Bonjour Gilles. Bonjour. Et puis Emma Scali, qui est aussi psychanalyste et scénariste. Et vous verrez qu'on a vraiment, comme disait Emmanuel, réuni cette Dream Team aujourd'hui pour parler de plusieurs séries du moment. Oh! Regardez, là! Messieurs, on ne bouge plus. Vous pensez vraiment qu'elle s'est noyée? Le nombre de femmes disparues au cours de l'année 1899 dans Paris s'élève à 247. Vous êtes pas un peu jeune pour enquêter sur un meurtre? Sophie! On réfrène son orgueil, on ne cède pas à ses désirs de violence. Police, ouvrez! Et on devient enquêteur. Le courtisane moucharde, la panthère raide. On gagne sa vie comme on peut. Il fera un informateur splendide pour la sûreté parisienne. Voilà qui nous attend! Bienvenue à l'anti-juif. Le préfet Lépine de retour aux affaires. Pourquoi moi? Eh bien, ma chère, vous êtes de retour au sommet. Dreyfus va être rejugé. La moitié de la France va devenir folle à cette occasion. Où serez-vous, monsieur, quand votre pays aura besoin de vous? Vous êtes doué pour une amatrice. C'est ce qui vous perdra. Attention, la dernière fois que j'ai fait l'amour à un homme, il en est mort. Et en plus, elle est coquine. Est-ce que cette bouche fatale est fiable? J'avais confiance en toi. Vous êtes autorisé à employer la force. Seulement cette nuit. Au nom de Dieu. Je vais envoyer un homme à la guillotine pour étouffer cette affaire. On va parler ensemble d'une série qui a fait le buzz autour de Canal+. C'est la série Paris Police 1900. Et comme c'est une série qui a quand même un bon fond historique, pourquoi ne pas demander à vous, ma chère Marjolaine, de nous faire une petite présentation de cette série-là avant qu'on débatte ensemble sur ce qu'on a pu en penser autour de Paris Police 1900. Merci Nicolas. Alors Paris Police 1900, c'est donc une série de 8 épisodes pour le moment qui est disponible sur les plateformes Canal+ depuis le 8 février 2020. Et en réalité, alors là je vais faire mon historienne, c'est pas de 1900 que ça parle, mais de 1899. 98-99, on est en pleine affaire Dreyfus. Ça commence avec un événement historique, la mort de Félix Faure dans des circonstances grivoises. Voilà. Et on est aussi sur fond donc, d'antisémitisme, de Fort Chabrol. C'est vraiment très inspiré par l'actualité de l'époque, l'histoire. Et sur ce fond historique-là, on va vraiment plonger dans un polar parce que, comme là encore le titre l'indique, ça se passe à Paris
et il est beaucoup question de la police et des transformations de la police à la Belle Époque sous l'impulsion du préfet Lépine. C'est une série effectivement qui commence avec un des rares présidents qui est mort à l'Élysée, vous l'avez dit, dans des circonstances plus que grivoises d'ailleurs. C'est une série, on lui a fait des reproches, on a vu des bons côtés aussi, hein. Il y a eu, on a entendu parler selon les chroniqueurs et les chroniqueuses et aussi selon les critiques séries. Vous, Marjolaine, qu'est-ce que vous en avez vraiment pensé? Alors, moi, j'étais très intéressée par la série avant même de la voir parce que c'est une série produite donc par Emmanuel Dossé de Tetra Media qui a également produit Un village français, série chère à mon cœur. Et donc, il y avait ce parti pris vraiment, comment dire, de prendre l'histoire plus que comme un décor. Et je crois que c'est vraiment très réussi sur le plan visuel. C'est aussi autant, donc encore une fois, Un village français, recréer l'occupation avec des personnages fictifs, autant là, il y a comment dire, un espèce de saut dans le jeu avec l'histoire, c'est de prendre quasiment uniquement des personnages qui ont réellement existé. Et donc, on est dans Paris avec le préfet Lépine, avec Marguerite Steinheil qui a réellement existé, avec les frères Guérin, avec Édouard Drummond, le président Félix Faure qu'on voit rapidement, mais même les commissaires, pour la plupart, ont des noms de commissaires qui ont réellement existé. Enfin voilà, Alphonse Bertillon et la physiognomonie, donc tout ça, donc c'était assez extraordinaire, j'ai trouvé, de pouvoir rassembler tous ces personnages-là. Alors évidemment, c'est condensé hein, sur le plan chronologique, mais vraiment, ils ont condensé une petite dizaine d'années en quelques semaines, mais bon, il y a pire hein, comme jeu avec la chronologie. Voilà, j'ai trouvé ça très intéressant. Et aussi, alors l'autre chose que j'ai trouvé vraiment passionnante, c'est évidemment, et c'est pour ça que l'histoire fait sens, à mon avis, c'est les parallèles qu'on peut faire avec l'actualité, avec la question des violences policières, avec la question du rôle de la police, à la fois du rôle politique dans le contrôle des oppositions, et ici des oppositions à la fois d'extrême droite et d'extrême gauche, dans son rôle de gardien de la paix finalement, et de la paix urbaine dans cette ville de Paris qui est en pleine modernisation et en pleine explosion démographique. Évidemment l'antisémitisme, voilà, donc il y avait vraiment, j'ai trouvé que les parallèles entre la Belle Époque et notre époque étaient vraiment intelligemment soulevés sans être surlignés, voilà. Et dernière chose qui m'a beaucoup plu dans cette série, c'est la place faite aux femmes, et notamment la question des violences faites aux femmes et de leur statut social dans cette France de la fin du 19e siècle, avec des personnages superbes. Et moi, mon préféré est un personnage, là pour le coup, qui est largement inventé, qui est celui de l'épouse du préfet Lépine. Et là encore, de donner quasiment des premiers rôles à des femmes qui ont nettement plus de 40, voire la cinquantaine. Je trouve ça très moderne et ça fait plaisir à voir. Enfin, voilà. Donc tout ça m'a très largement enthousiasmée, intéressée. Voilà. Après, sur le plan dramatique, on peut discuter, mais c'était les 3 points que je voulais évoquer.
Effectivement, on va en reparler peut-être parce que autour de la violence, notamment, on voit bien que c'est une série aussi Canal+ qui se met dans la lignée d'autres grandes séries comme Engrenage par exemple. On voit bien ça et ça c'est très intéressant. Ça a parfois été critiqué là-dessus, mais on va peut-être y revenir. J'aimerais qu'Emmanuel Taïeb nous dise lui ce qu'il en a pensé de cette série-là. Peut-être qu'il l'a vu moins avec un regard d'historien, mais peut-être plus avec un regard de politiste, on va dire, par rapport à l'affaire Dreyfus notamment. Oh, les deux sont très proches, heureusement, politistes et historiens se parlent. Moi, j'ai trouvé que c'était plutôt réussi, voilà, sur la qualité de la narration, la qualité de la reconstitution de ce Paris-là. Il y a vraiment une attention aux détails, pas seulement les vêtements, les moustaches, les rouflaquettes, mais vraiment aussi sur les objets, sur les intérieurs. Donc tout ça est quand même très, très, très minutieux. Donc je pense qu'il ne faut pas bouder son plaisir d'avoir une série qui va à ce niveau de détail. Et je crois que le créateur, donc Fabien Nury, est vraiment un passionné de la Troisième République. Donc je pense qu'il a fait ça avec beaucoup, beaucoup de minutie. Peut-être si on voilà pour un peu en discuter aussi, peut-être par moment une certaine lenteur, des formes de hiératisme, un peu tout ça est un petit peu lent par moment. On aimerait justement qu'il y ait un tout petit peu plus d'action et je trouve que le dernier épisode est un peu scolaire. On s'attend à un épisode un peu rock'n'roll. Alors évidemment, quand on la regarde, série historique aujourd'hui, on pense à Babylon Berlin, on pense à Peaky Blinders, où la place de la musique, par exemple, est vraiment très importante avec des chorégraphies entières dans Babylon Berlin. Ça manque un tout petit peu là. Bon, il y a des gramophones, hein, mais qui envoient un son un petit peu ancien. Je trouve que le dernier épisode est un peu scolaire dans sa manière de conclure l'ensemble des fils narratifs. Bon, très bien, donc ça boucle et on est satisfait, mais il n'y a pas eu vraiment de climax. En revanche, et là je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Marjolaine, je pense que c'est très intéressant de situer ça en 1899 parce que le 19e siècle est un siècle absolument matriciel de la modernité, de plein de choses que nous connaissons aujourd'hui, pas seulement les grandes lois scolaires sur l'école de Jules Ferry, mais l'invention de la police scientifique, le développement de l'usage des drogues, le développement de la presse, le développement d'un maintien de l'ordre moderne dont l'épine va être à Paris l'incarnation avec plein de choses qui ont été inventées à ce moment-là, qu'on voit, hein, le téléphone, mais il a aussi, pour appeler la police, mais il a aussi vraiment réformé la manière de gérer les manifestations et justement en limitant énormément la violence, en ne donnant pas la troupe, enfin en n'appelant pas la troupe, mais en donnant la gestion à la police. Et c'est une révolution en fait, parce que ça a évité que la troupe tire sur les manifestants. Il y avait eu beaucoup de morts qui avaient beaucoup choqué tout au long du 19e siècle dans les manifs ouvrières. Et puis évidemment, on parlait de l'actualité, évidemment, de mesurer toujours l'écart ou au contraire la proximité entre une époque lointaine et notre propre époque, la question du nationalisme, la question des ligues, la question de l'agitation populaire, de la brutalisation du débat public qu'on peut retrouver aujourd'hui dans les réseaux sociaux, et bien entendu, parce qu'elle est centrale et on est en pleine révision du procès Dreyfus, la question de l'antisémitisme est évidemment très importante avec le discours des frères Guérin, la personnalité de Drummond qui est peut-être un peu sous-présent. C'était un vrai battleur. Je pense que Guérin a un peu écrasé ici Drummond. Drummond avait peut-être un peu plus de choses à faire dans la série, mais voilà, qui ont été les artisans d'un antisémitisme virulent à la française, avec le livre La France juive de Drummond qui s'est vendu, qui a été réédité 100 fois la première année, enfin, qui a été vraiment un livre très important. Et il me semble que précisément cette brutalisation, elle est filmée elle est visible en tout cas métaphoriquement dans l'insistance autour de la boucherie, dans l'insistance autour de ces plans de viande, dans le fait que Guérin égorge un cochon sur scène. Alors il y a des spectateurs qui ont été gênés par ça. En réalité, c'est simplement l'annonce des boucheries à venir, l'annonce des guerres à venir, l'annonce des massacres à venir. Et de ce point de vue-là, c'était, de mon point de vue, plutôt intelligent de les déplacer ici ou de les suggérer comme ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur cette série, mais voilà, on va échanger dessus. Gilles Verviche, votre point de vue à vous, parce que ce que dit Emmanuel est juste, on attendait beaucoup de cette série-là par rapport à notamment un gros blockbuster sériel qu'il y a eu quelques années auparavant, Babylon Berlin notamment, bien sûr, avec le travail sur la musique, Peaky Blinders avec ce côté hyper noir, hyper violent. On est un peu ici dans un entre-deux. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, Gilles ? Alors moi, paradoxalement, il y a
Emmanuel disait qu'il y avait des longueurs. Moi, j'ai trouvé ça trop court. Alors, il y a peut-être des longueurs, mais à la fin du huitième épisode, je me suis dit, c'est tout. Enfin, je m'attendais un peu. C'est le seul défaut que je verrais. Moi, alors, effectivement, le fameux mort aux Juifs, quand on le voit après Auschwitz, ça choque. Et effectivement, c'est assez bizarre d'entendre quelqu'un dire mort aux Juifs. Je crois que l'acteur lui-même a eu un peu du mal à répéter son texte parce que c'est pas évident à dire. Sauf que quand on le disait en 1900, c'est pas comme on le dirait aujourd'hui. Aujourd'hui, si on dit mort aux Juifs, on sait que ça se réfère à une réalité historique qui a eu lieu. Voilà. Donc effectivement, d'un point de vue rappel historique et éventuellement devoir de mémoire, c'est pas mal de se demander comment on en est arrivé là. Mais moi, finalement, ce qui m'a plu dans la série, c'est tout le côté pas forcément réaliste et pas forcément historique. Voilà. C'est-à-dire, quand on nous annonçait Paris Police 1900, on pouvait s'attendre aux Brigades du Tigre, et puis on parlait de la Belle Époque, donc quelque chose de comme ça un peu raffiné. Et c'est effectivement l'ambiance un peu sale, boucherie et j'ai envie de dire fantasmagorique qui m'a plu, moi, parce que j'ai trouvé qu'au niveau esthétique, c'était très joli. On n'est pas très loin dans ma tête de Tardy, Adèle Blanc-Sec, et je trouvais même qu'on aurait peut-être pu aller plus loin. Alors, ça aurait peut-être été encore autre chose, mais en allant carrément du côté fantastique. Enfin, je trouve qu'il y a une ambiance assez fantasmagorique dedans. Et moi, c'est plus ce côté-là qui m'a plu, qui m'a vraiment intrigué, notamment quand je parle d'Adèle Blanc-Sec, l'avocate, par exemple, je trouve que dans son look, elle rappelle un peu cette ambiance-là. Et puis, effectivement, dans ce côté noir, du coup, ce que j'ai préféré comme personnage, alors je vais écorcher son nom parce que j'arrive jamais à m'en souvenir si c'est Farsi, Firi, je sais plus là. Firsi, voilà, qui a vraiment un itinéraire beaucoup plus intéressant que le héros. C'est toujours le héros un peu lisse, hein, comme Luke Skywalker ou Tintin. Donc lui, il est un peu monochrome, alors que ce personnage-là commence et finit toujours très comment on dit, borderline, il s'améliore quand même. Je trouve que c'est celui qui a le plus d'évolution et auquel on s'attache le plus. C'est le genre de personnage du milieu comme Han Solo dans Star Wars. Voilà, c'est-à-dire que c'est celui qui a plein de défauts, qui peut passer d'un côté ou de l'autre. Et finalement, alors qu'on le déteste au début, parce qu'il est vraiment, avec les femmes, avec tous les autres, il est hyper violent, moi, c'est celui auquel je me suis le plus attaché. Et c'est celui dans ce fameux épisode 8 dont j'aurais voulu connaître un peu plus la vie, quoi. Voilà. Alors si on compare avec Star Wars, qui est la prélogie, qui est devenue l'histoire de Dark Vador, moi je verrais bien dans l'idéal où ce soit lui qui devienne le héros, parce que c'est vraiment le personnage qui m'a vraiment beaucoup intéressé. En tout cas, j'ai beaucoup aimé cette série et je suis resté un peu sur ma faim. J'en voulais encore. Voilà. Mascali, en quelques mots rapides, parce qu'on serait là aussi pour débattre un petit peu après. Oui, tout à fait. Eh bien, moi, j'ai aussi beaucoup apprécié cette série et je rejoins un peu mes petits camarades sur l'ensemble et sur la période, qui est une période que je connais bien pour m'y intéresser, notamment aux personnages de femmes de cette époque. Et je trouve que ça, c'est plutôt bien rendu. Moi, ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est des choses qui ne sont pas forcément politiquement correctes, mais c'est aussi le rapport à la drogue, à la dépendance qu'on voit aussi et qui était une vraie réalité de l'époque. Et je trouve que c'est fait de manière intelligente et fine. Donc, je ne vais pas revenir sur le polar qui fonctionne bien, sur les personnages. Moi, c'est vraiment ces personnages de femmes aussi à qui on a laissé la part belle dans cette époque qui m'a vraiment intéressée, que je trouve qui est très juste, d'autant que c'est une période extrêmement importante, notamment par rapport à l'avènement de ce qui deviendra vraiment le féminisme et tout ça. Enfin, dans les années 1896, en 1896, il y a un congrès féministe qui se tient à Paris. Donc voilà, je trouve que tout ça, c'est pas représenté directement dans la série, mais par contre, on le sent et je trouve que ça fait du bien. Et je rejoindrai mon camarade Gilles aussi sur le fait qu'il y a une ambiance un peu fantastique comme ça qui transpire, qui va aussi avec toute la littérature en fait de la fin du 19e siècle. En fait, il y a une ambiance naturaliste, donc qui tire vers le fantastique tout en étant extrêmement juste au niveau, je dirais, du réalisme de la série. Et ça m'a beaucoup plu. Voilà, je ne vais pas déborder puisque c'est le moment de débattre, je crois.
Alors, par rapport effectivement à la drogue, la remarque d'Emma est tout à fait juste, hein. Moi, ça m'a fait penser quand même au personnage de Clive Owen dans The Nick, hein, où on voit aussi quelqu'un qui est accro à ça, et on est vraiment dans cette période-là. Alors, vous avez tous lu et écouté des critiques là-dessus, autour notamment de la boucherie. Qu'est-ce que finalement on peut retenir de cette série-là, Paris Police 1900? Si j'ai bien suivi tout le monde a quand même plus ou moins aimé, voire plus que moi, mais est-ce que, c'est ce que je disais tout à l'heure en interviewant Gilles, est-ce que on en est quand même au niveau de Peaky Blinders ou de Babylon Berlin, qui sont quand même sur la période des grandes références? La question est difficile, c'est-à-dire que je ne sais pas jusqu'à quel point il faut la comparer ou il faut la prendre pour elle-même. C'est vrai qu'en tant que spectateur, il y a une influence voilà, des deux autres séries dont on a parlé, Peaky Blinders et Babylon Berlin, qui se déroulent pas exactement à la même période. La question, c'est de savoir, est-ce que Paris Police 1900 peut s'arracher à la gangue des séries françaises ou des défauts que peuvent avoir les séries françaises ou pas. Dans un monde idéal, faisons confiance à Fabien Nury s'il y a une deuxième saison pour qu'il aille explorer d'autres choses et qu'il arrive peut-être à se faire un petit peu plus plaisir, à être peut-être un tout petit peu moins académique, à introduire des personnages qui n'ont pas nécessairement existé, à les faire vivre un tout petit peu davantage. On a vu qu'on a tous été frappés par le personnage de l'avocate qui effectivement a une forme de modernité, donc ça lui va bien. Je suis assez surpris effectivement, et je suis d'accord avec Gilles sur le fait que le personnage principal, donc l'inspecteur Jouin, est finalement un peu palo. C'est un honnête homme, enfin il est un peu étrange, hein, il tue quand même, il dégaine assez vite, bon. Mais bon, voilà, peut-être que ça nous pousse à nous intéresser à d'autres types de personnages. C'est pas l'équivalent de Cillian Murphy et c'est pas l'équivalent de Gary Honrath dans Babylon Berlin, qui lui-même est drogué et a fait la guerre, et qui sont des personnages complètement en miettes psychologiquement et du coup qui renvoient à l'ambiguïté très contemporaine des personnages de série. Là, on est peut-être un cran en dessous, pas du tout en termes d'interprétation, mais en termes de densité et de consistance du personnage. Oui, pour rebondir, moi je dirais peut-être qu'en fait, il manque peut-être d'un creuset psychologique du personnage. En fait, c'est un personnage qui manque un peu de faille, où on n'a pas suffisamment d'éléments peut-être de son histoire qui nous permettent d'une certaine manière de nous accrocher à lui, de vraiment nous y intéresser. Et ce qui fait que on va pas forcément avoir suffisamment d'empathie, même s'il est charmant, mais comme il n'a pas de faille, on n'a pas quelque chose sur lequel s'accrocher, quoi. Alors que l'acteur est plutôt bon, enfin. Donc voilà, mais je pense qu'il y a quelque chose peut-être à cet endroit-là où l'histoire, et pas l'histoire avec un grand H, mais l'histoire, la petite histoire, je veux dire, l'histoire policière, prend peut-être un tout petit peu trop de place pour avoir suffisamment creusé ce personnage-là, ce qui fait que je pourrais rebondir sur ce qu'a dit Gilles, sur le personnage de Fiercy, qui lui est plus ambigu, plus ambivalent, plus bizarre, et qui en même temps est plus humain. Et moins parfait, quoi. L'autre, il a peut-être un petit côté un peu trop monsieur parfait. Voilà. Donc, trop lisse. Il n'y a pas assez de problèmes, en fait. Ou en tout cas, ils ne sont pas creusés. Je suis entièrement d'accord avec ce que vient de dire Emma et Gilles avant et Emmanuel sur le problème d'incarnation. Et effectivement, je crois que c'est un défaut de beaucoup de séries, de très bonnes séries françaises. D'ailleurs, je pense à Pigalle à une autre époque, où le personnage central était un peu falot, finalement, par rapport à une galerie de second rôle très haut en couleur et avec ce qu'on aime aujourd'hui dans les séries, finalement, tu le dis très bien, Emma, c'est ces personnages voilà, avec des failles, avec des défauts, avec des problèmes. Évidemment que Fiercy, en plus, je crois qu'il y a une question d'incarnation aussi. L'acteur qui incarne Fiercy a un charisme fou, il ressemble, moi j'avais l'impression de le voir tout droit sorti du Déjeuner sur l'herbe de Manet. Donc effectivement, il y a ce naturalisme, il y a tout ça. Le personnage central est celui qui nous introduit dans l'univers. Et voilà, et c'est comme dans Pigalle, du coup effectivement on s'y attarde pas, mais il permet aussi finalement de voir le décor et de voir l'époque, parce qu'il me semble, et le titre le dit aussi, que finalement c'est vraiment une série sans héros, sans personnage principal, et ce qui est mis en scène, c'est l'époque
le décor, les questions et Paris aussi, qu'on voit bien dans sa diversité du Paris des beaux quartiers, de la Villette, de ses abattoirs, de la Seine, des bois dans lesquels on se promène à bicyclette. Enfin, il y a vraiment quelque chose de, oui, peut-être d'académique, mais d'assez réussi. C'est vrai qu'on peut lui reprocher d'être un peu sage et un peu sérieuse par moment. Voilà. Après, si elle avait été un peu trop folle, et on va y revenir pour d'autres séries, on leur reproche aussi. Donc, je pense qu'il faut aussi pas toujours célébrer les séries étrangères et dire que nous on fait moins bien, et que quand même c'est une réussite. C'était donc le premier débat autour de la série Paris Police 1900, disponible sur les plateformes de Canal+, que vous pourrez aller, d'après ce qu'on vous a dit quand même, voir avec un certain plaisir et un plaisir réel, notamment bien sûr autour du fond historique, mais aussi du jeu de certains acteurs qui étaient très intéressants. Il avait mis les infos et c'est comme ça que j'ai su pour le Bataclan. Quand on est arrivé, on a compris que les mecs avaient des otages et on a su que ça allait être très dur. Je suis là pour avoir un avis d'expert. Ouais, je suis pas malade, quoi. Je me sens pas du tout capable d'aimer un nouvel enfant. La vérité, c'est que j'ai la trouille. Quand on vient consulter, c'est qu'on a quelque chose à dire et quelque chose qu'on ne veut pas dire. Mes patients, s'ils savaient ce qui se passe dans ma tête, à certains moments des séances, je pense qu'ils partiraient en courant. Et quelqu'un d'autre. Après, me dites pas que vous en êtes pas rendu compte. Et rendu compte de quoi, là? Je crains de ne pas vous suivre. Vous êtes devenu mon obsession. Je suis pas angoissé, je suis en colère. Racontez-moi. Vous voulez savoir ce qui m'empêche de dormir? C'est de savoir que quoi que je fasse, aussi entraîné que je sois, ça sert à rien, à cause des gens comme vous. On vient vous voir pour un avis professionnel et vous nous poussez au divorce. Le jour où je t'ai rencontré, j'ai fait une croix sur ma liberté. Je reviens pas de comment vous êtes chiant, mais c'est démesuré. Comment vous faites avec votre fille? Je t'interroge sur ta famille et tu n'arrêtes pas de repartir sur les attentats. Ça y est, tu fais ta psy. Mais réveille-toi, papa. Il y a nous aussi. Je veux pas rentrer dans vos trucs de psy. Faut vous le dire comment? Va-t'en! Qu'est-ce que vous allez faire, là? Tu veux dire quoi, toi, quand tu dis con? Bah, tu le sais, c'est ce que t'es. Vous connaissez l'adage qui dit que le client a toujours raison. Nous avons tendance à penser que le patient a toujours tort. Je dois pas être très sensible à l'humour de psy, en fait. On passe maintenant à la deuxième série du jour. On va changer de plateforme, on va changer de thème, on va changer d'époque. Et on a aujourd'hui une psychanalyste avec nous, donc on ne pouvait pas faire autrement que d'évoquer la série, une des séries en tout cas événement de ce début d'année 2021, diffusée sur la plateforme d'Arte, arte.tv. C'est la série En thérapie. Alors je vais demander bien sûr à Emma Scalis ce qu'elle en a pensé, puis de nous la présenter peut-être en premier. Alors, En thérapie, c'est quoi? C'est une série qui est en fait adaptée de la série israélienne Beauty Pool qui a été créée par Haggai Levy et Nir Bergman et Ori Sivan, je crois, en 2005. Donc, il y a quelques années déjà. En fait, cette série israélienne en fait, a connu beaucoup d'adaptations dans différents pays, 16 versions. Donc là, Arte nous présente la 17e adaptation. Donc En thérapie, qui est produite et initiée par les films du Poisson. Et en fait, dans cette série-là, on plonge dans les méandres des cerveaux de 6 patients. Et en même temps, l'originalité de cette série et de ce qu'en ont fait Éric Toledano et Olivier Nakache, accompagnés d'une belle équipe d'auteurs et d'acteurs, eh bien, c'est de nous plonger en fait dans ce qui s'est passé après le 13 novembre 2015, donc après les attentats. Donc voilà. Alors l'originalité de la série, c'est que eh bien on est vraiment en thérapie, c'est-à-dire que c'est une série où
contrairement à ce qu'on a l'habitude de voir, en fait, on se retrouve dans le cabinet du thérapeute avec, en gros, 2 personnages qui parlent. Il n'y a pas vraiment beaucoup d'action. Donc voilà. Et il y a un dispositif finalement extrêmement théâtral et qui va dans le sens de ce qui peut se passer dans un cabinet de psychothérapie. Donc voilà pour la petite présentation. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça reprend un dispositif qu'on a retrouvé, qui vient de BT Pool et qu'on retrouve aussi dans la version American In Treatment que j'ai également vue. C'est que en fait, chaque semaine, le lundi, le thérapeute reçoit une patiente, le mardi, un patient, le mercredi, une autre patiente, le jeudi, il est en thérapie de couple et le vendredi, il va voir sa contrôleuse, c'est-à-dire la personne qui, d'une certaine façon, le supervise, c'est-à-dire le thérapeute du thérapeute. Ce que nous faisons, nous, dans la vraie vie, également. En tant que psy, on va voir un psy avec qui on aborde nos patients et on parle de ce qui se passe dans le cabinet. Et donc ça, c'est repris. Voilà, pour la présentation. Et par rapport justement à vous qui êtes une spécialiste de cabinet, de psychanalyse, comme ça, de recevoir des gens, par rapport à la façon dont c'est filmé aussi, parfois un petit peu frontalement d'ailleurs, qu'est-ce que vous, Emma, vous en avez pensé là-dessus? Alors, c'est complexe en fait. C'est-à-dire que en tant que, alors moi je suis psychanalyste, psychopraticienne. Je ne travaille pas comme ce psychanalyste-là. Lui, il est lacanien. Moi, je ne travaille pas comme ça. Ce qui est intéressant, c'est que ça ressemble quand même un petit peu à ce qui se passe en thérapie dans la vraie vie. Sauf que malgré tout, là, les personnages sont assez agressifs avec le thérapeute et je pense qu'il y avait une nécessité aussi, je dirais, de conflit pour les auteurs et d'amener du conflit dans la série, parce que sinon, si on filmait vraiment des séances de thérapie, on s'ennuierait quand même beaucoup. Donc voilà. Après, évidemment, en termes de façon de filmer, de place laissée aux acteurs, aux personnages qui vont délivrer en fait ce qui se passe dans leur intériorité, là, c'est particulièrement nouveau et particulièrement intéressant. Et puis, il y a des choses aussi qui sont traitées dans la série qui sont de l'ordre de ce qui se passe autour de la question du transfert. C'est-à-dire que l'axe qui a été choisi par les auteurs et qu'on retrouve, je crois, dans toutes les versions dans le monde entier, c'est la question aussi du transfert amoureux. Et ça, c'est quelque chose qui se vit dans le cabinet, qui ne se vit pas fréquemment tout le temps, mais qui existe. Et c'est ce qui est traité, puisque on démarre la série avec une jeune femme qui est chirurgienne, qui vient de sauver des gens qui ont été victimes des attentats, et puis elle en a perdu d'autres. Et elle va nous annoncer à la fin, enfin elle va annoncer surtout à son thérapeute à la fin du premier épisode qu'elle est amoureuse de lui, en tout cas qu'elle le désire, ce qui quand même lance les choses de manière un petit peu particulière. Quelqu'un qui ne connaît pas forcément d'ailleurs Les Divans pour ça, mais qui a apprécié la série, Emmanuel Taïeb, qu'est-ce que vous avez pensé de cette série sur Arte qui d'ailleurs fait le buzz en termes d'audience? Emma l'a rappelé, c'est une série qui a déjà fait l'objet de beaucoup d'adaptations. Ce qui est intéressant, c'est le timing avec lequel elle nous arrive, puisque, comme disait Dané, les films nous regardent, et bien les séries aussi nous regardent, et cette série nous regarde en confinement. Et je trouve assez fascinant que finalement, avec notre regard d'aujourd'hui, voilà, en tout cas cette série incarne le confinement, puisqu'il y a un dispositif théâtral et puis il y a un dispositif de huis clos, il y a un dispositif d'enfermement à un moment où nous sommes tous enfermés de manière plus ou moins forte. Donc ça, j'ai trouvé ça assez fascinant que la série finalement arrive à capter ça et c'est probablement un imprévu. Et puis on est effectivement dans une série, alors Sandra Logier l'a dit dans d'autres arènes, c'est une série qui prend soin de nous aussi, c'est-à-dire qu'on est dans le care et on a très envie que les cures de ces personnages puissent avancer. Alors évidemment, c'est ramassé là, ici, sur une assez longue saison qui fait 35 épisodes. Bien entendu, une thérapie, c'est beaucoup plus long. Mais voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir les progrès, de voir les reculs, de voir les résistances, effectivement excessivement violentes parfois à l'égard, et de manière assez irréaliste, à l'égard du psy. Mais ça fonctionne vraiment
comme pouvait fonctionner Dr House. Dr House, sauf que là, c'est Dr Dayan. Donc, chaque personnage a un problème, il est une énigme, et il va falloir beaucoup de bonne volonté, beaucoup de patience pour résoudre cette énigme-là, sachant qu'évidemment, il y a le problème individuel, mais la série a l'habileté de commencer par le trauma des attentats du Bataclan, et donc il y a quelque chose qui échappe aux personnages et qui échappe aux psys, parce que ça les surplombe, qui est un phénomène de violence, et qui est un phénomène de violence traumatique qui va affecter l'ensemble des personnages. L'autre élément qui, moi, m'a paru plutôt intéressant, c'est aussi qu'on est dans un… Moi, c'est du cinéma, on est dans un cinéma de la parole. Donc, ça renoue aussi avec un certain cinéma français des années 60-70, où on n'a pas besoin d'avoir un dispositif très important, on n'a pas besoin d'avoir beaucoup de scènes en extérieur, et où tout va passer par une alchimie entre les personnages et entre les acteurs, et où beaucoup de choses vont passer par la parole. On peut penser à Une sale histoire de Jean Eustache. Voilà, on va raconter quelque chose. Donc, on n'a pas de flashback, on n'a pas beaucoup d'action. C'est pas du soap non plus. Les soaps passent en entier par la parole et par la discussion, mais on est sur autre chose. On est vraiment sur une maïeutique, on est vraiment sur comment aider ces personnages-là. Et la bonne surprise, parce que là, moi, je suis toujours très inquiet par rapport aux acteurs français, c'est que ça joue plutôt bien. Et vu le dispositif où on a vraiment les acteurs vraiment en frontal, s'il y avait eu des défaillances sur le jeu, on aurait eu beaucoup de problèmes pour s'attacher à eux et pour rentrer dans les personnages. Donc des bonnes surprises, y compris d'acteurs. Voilà, moi, Mélanie Thierry, je l'avais toujours trouvé un peu lisse. Je trouve que là, avec No Man's Land et avec En Thérapie, elle a vraiment haussé son niveau de jeu, comme on dit en sport, et ça fonctionne plutôt bien. Peut-être un défaut, il y en a sans doute d'autres, c'est parfois très écrit, trop écrit. J'ai trouvé que les phrases étaient très longues, et je me disais bravo, et en particulier bravo à Frédéric Pierrot, parce qu'on lui a mis en bouche quand même des formules un peu surannées, des phrases très longues. On sait quand elle commence, on ne sait pas quand est-ce qu'elle va se terminer, et je trouve qu'il arrive avec beaucoup de professionnalisme à retomber sur ses pieds. Les scénaristes auraient pu dynamiser un petit peu plus tout ça. En fait, si on vous suit tous les deux pour cette présentation autour de En Thérapie, et les autres vont intervenir nous dire qu'est-ce qu'on peut voir là-dessus. Est-ce que c'est une série qui reflète notre temps, Gilles Verlich? Alors, ça, c'est une question qui me prend au dépourvu. Oui, forcément. Enfin, c'est un peu la question qu'on se pose quand quelque chose fonctionne comme ça. Comment se fait-il que ça ait autant de succès, quoi? Enfin, voilà, parce que ça va me permettre quand même de vous introduire à ce que je voulais dire. C'est quand j'ai regardé le premier épisode, je me suis dit, c'est pas possible, ils vont pas tenir 35 épisodes comme ça. Enfin, c'est-à-dire, on est dans une pièce avec un gars, une fille, assis face à face, ils font que parler. Alors, on se dit, ils vont aller se promener, etc. Bon, alors, à l'épisode 33 ou 34, ils se promènent un moment, mais c'est tout. Et donc, dans ce format quand même minimal, effectivement, de rebondissement, d'action et de décor. Moi, ce que j'avais appris, j'avais bricolé un scénario, on m'avait dit qu'il fallait un peu de variété dans les décors. Là, c'est vraiment raté. Donc, comment se fait-il qu'une série qui soit aussi minimaliste au niveau des moyens de narration ait autant de succès? Voilà. En plus, sur Arte, qui au départ attire pas les foules. Voilà. Je pense que les gens ne font pas semblant d'en aimer. Effectivement, au bout de 2-3 épisodes, on est happé. Donc, pour répondre rapidement à la question de Charles, effectivement, il doit y avoir quelque chose qui résonne avec notre actualité, sans doute de confiné, avec notre traumatisme du 13 novembre, parce que finalement, ce n'est pas si lointain que ça et que tout le monde aurait pu se retrouver là. Tout le monde sait où il était à cette heure-là, etc. Et puis, c'est de toute façon universel. La psychanalyse, moi, je suis passé un peu de temps en temps dans ce genre d'endroit, mais à partir du moment où on parle de l'histoire de chacun, forcément, ça parle à tout le monde. Enfin, on est dans l'exploration d'une psyché humaine, pour prendre des termes un peu intello, mais qui finalement est celle de tout le monde. Et donc, je pense que ça intéresse tout le monde. J'enseigne un peu la philosophie, moi, par exemple, et il y a un petit passage obligé, c'est Freud, les rêves, etc. Et dès que vous parlez avec les élèves des rêves et des désirs, ça, c'est des cours qui fonctionnent tout de suite, quoi, parce que ça leur parle. Donc voilà, je pense que comme on est au niveau de l'inconscient, ça parle à tout le monde. Ça me rappelle Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick, qui était à un niveau comme ça inconscient, qui plaisait, on ne sait pas pourquoi, qui touche
parce que je pense que c'est universel, à la fois dans l'histoire collective et dans l'histoire individuelle de chacun. Donc, je pense que là, il y a peut-être la raison du succès. Donc, actuel, je ne sais pas, mais universel, en tout cas, c'est sûr. Après, je voulais juste préciser effectivement ce qui m'avait plu et pas plu rapidement. Effectivement, c'est finalement ce format minimaliste qui va assez à l'essentiel. Effectivement, que les acteurs tiennent la route. Moi, j'ai particulièrement de sensibilité pour Reda Kateb, qui joue pas toujours juste, mais qui a un charisme et une présence étonnante. Paradoxalement, celle qui est un peu la plus en dessous, c'est Carole Bouquet, j'ai trouvé, mais c'est Carole Bouquet, donc ça va. Avec le minimum de Carole Bouquet, ça reste quelque chose de voilà. J'ai pensé à Garde à vue, quoi. Enfin voilà, où on est juste à écouter les mots qui sont parfois trop longs, mais on oublie. Moi, quand Reda Kateb raconte son histoire, régulièrement, j'oublie que je suis en train de regarder une série et que je suis en train de regarder un personnage qui est en train de dire un texte. C'est-à-dire, j'ai écouté l'histoire qu'il me racontait comme si quelqu'un me racontait une histoire. Et au moment où il termine, je fais « Ah oui, j'étais en train de regarder en thérapie ». Et là, il y a quelque chose d'assez bien vu. Et c'est étonnant qu'on s'y attache. En tout cas, effectivement, moi, j'ai assez dévoré. Ah oui, et le format est quand même ce format est quand même étonnant de 35 épisodes de 20 minutes où on nous impose plus le rythme. Du coup, on peut le regarder un peu comme on veut. On peut se dire, bon, on fait la série de 5 ou pas. Enfin, chacun se fait son rythme comme il veut. C'est très original comme format. Ça renouvelle, je trouve, la manière de regarder une série. Voilà. Donc, bon, moi, j'ai beaucoup aimé. Évidemment, on est là pour parler des choses qu'on a aimées. Merci. Marjolaine. Oui, moi je voulais effectivement saluer Alors d'abord la qualité de l'adaptation, parce qu'effectivement, moi c'est une série que j'avais vue déjà dans sa version israélienne et dans sa version américaine, donc les premiers épisodes m'ont peu surpris, mais ensuite, et vraiment je voulais moi rendre hommage aux scénaristes, David Elkaïm et Vincent Pormirio qui ont fait l'excellente Ainsi soit-il aussi sur Arte, pour la prouesse d'abord d'écrire 35 fois 20 minutes de dialogue entre deux personnages et qu'il se passe quelque chose. Et puis aussi d'ancrer ces personnages dans un contexte français. Bien sûr, il y a le 13 novembre, mais moi j'ai trouvé que le personnage de Reda Kateb et les mémoires des massacres en Algérie des années 90 étaient quelque chose qu'on n'avait jamais vu dans une série française. Et que voilà, ce personnage-là d'origine algérienne, policier, son rapport à la République, à ses origines, à ce qu'il est, au maintien de l'ordre, enfin, voilà, en plus servi par Reda Kateb, c'est effectivement le personnage le plus intéressant dans les trois adaptations, dans les trois récits, mais là vraiment je trouve qu'il a une dimension tout à fait passionnante pour les Français, voilà, et de façon générale. Et puis, je voulais aussi saluer l'interprétation de Céleste Brunkel dans le rôle de la jeune adolescente, parce que moi aussi, au-delà du confinement, de la thérapie, etc., c'était au moment aussi des histoires d'inceste, de MeToo, et ça a eu une résonance très forte sur moi et j'imagine sur beaucoup de gens, et je trouvais vraiment que cette jeune comédienne avait fait un travail formidable, et évidemment Frédéric Pierrot, bien sûr, voilà, mais j'ai trouvé que ils en avaient fait une série française, et encore une fois une première saison de 35 fois 20 minutes pour Arte, c'est assez incroyable. Oui, je voudrais juste ajouter une petite chose avant qu'on passe à la série suivante. Bon, d'un point de vue psy, il y a plein de choses qui ne sont pas claires et je ne vais pas rentrer là-dedans, mais bon, il est à la fois psychiatre, psychanalyste. Enfin, si les gens, ça les intéresse, ils pourront aller regarder ou me contacter. Je ne sais pas, pour que j'explique un petit peu les différences, et tout ça est évidemment pas très bien tenu. Mais en revanche, ce que je trouve aussi vraiment très intéressant, même si personnellement je préfère la version américaine, c'est
le fait de donner, avoir la vulnérabilité des gens aujourd'hui, alors que globalement dans la population, avec le confinement, avec tout ça, les gens vont pas très bien. Moi, je peux le voir dans le cabinet. Et je trouve que, et il se trouve que mes patients au cabinet m'ont parlé de la série. Ils ont évidemment dit que leur thérapie était un peu différente, et heureusement, parce que sinon ce serait grave. Mais je trouve que ça donne, enfin, il y a pas mal de gens où j'ai entendu des discours qui disent « Ah ben moi, ça me donne envie d'aller en thérapie, justement ». Et ça, je trouve ça extrêmement positif que les gens puissent s'autoriser à être vulnérables dans notre période, parce que c'est aussi en visitant nos failles eh ben, qu'on peut laisser passer la lumière d'une certaine façon. Donc, je trouve que cette série a ce mérite-là, au-delà des qualités par ailleurs scénaristiques, etc. Et je voulais juste vous le partager. Voilà. C'était donc le deuxième débat autour de la série En thérapie, série disponible sur la plateforme arte.tv, série aussi qui, vous l'avez rappelé au long de ce petit débat, fait suite à de nombreuses excellentes séries disponibles sur Arte. Vous avez parlé aussi de No Man's Land et c'est vrai que je suis d'accord avec Emmanuel qui avait évoqué le jeu de Mélanie Thierry qui avait haussé le niveau sur ces deux séries-là et on attend avec impatience la suite. Je suis agent d'entretien. Les œuvres d'art que je nettoie. Vendredi prochain, ils vont vendre un colis aux enchères. On va le voler. Vous entrez balayeur et vous sortez millionnaire. Des questions? Ouais. Et pendant que nous, on risque notre peau, toi, tu fais quoi? Moi, j'achète le colis. Moi, à ton âge, j'aimais bien lire. Ton grand-père qui me l'a offert. Ça va te plaire, ça. Arsène Lupin, gentleman cambrioleur. Viens, faut que je te montre un truc, c'est incroyable. Je pense vraiment que notre suspect se prend pour Arsène Lupin. Et puis la méthode, le panache, le style, le talent. Ça va être quoi après D'Artagnan, les trois petits cochons? 25 ans que je me dis que mon père est un voleur. J'ai grandi avec ça. Et 25 ans, elle a piégé mon père. Lâchez-moi! Je voulais vous venger de Pellegrini. Tout ça, c'est un jeu. Un jeu avec des règles. Et c'est moi qui les fixe. C'est exactement ce qui est prévu. Tu connais le coup des menottes? Le coup des quoi? Bah maintenant tu connais. Vous m'avez sous-estimé. Parce que vous m'avez pas regardé. Vous m'avez vu, mais vous m'avez pas regardé. Tu ne demandes pas ce que t'as fait de ta nuit? Franchement, rien de spécial. Bien sûr. Oh Ça va mieux, hein? Merci. On passe au troisième débat, débat qui risque d'être aussi animé pour cette troisième série, disponible ce coup-ci sur une autre plateforme beaucoup plus, on va dire, importante, Netflix, succès aussi beaucoup plus international pour cette série française. Je pense que certains auront compris avec ma présentation que l'on va évoquer Lupin et je vais donner la parole à Marjolaine pour la présentation rapide de cette série-là, de cette nouvelle adaptation du roman de Maurice Leblanc. Alors effectivement, Lupin, c'est peut-être un peu rapide de la qualifier de série française. Je pense que c'est une série franco-britannique. Et ça se sent parce que donc, l'un des deux créateurs, c'est George Kay, qui est britannique et accompagné du français François Uzan, et c'est sous la caméra de Louis Leterrier. Mais évidemment, c'est à Paris, évidemment, c'est Arsène Lupin et surtout, c'est Omar Sy. Donc, oui, bien sûr que sur la plateforme de Netflix, c'est estampillé série française, mais il y a un côté européen et britannique que l'on sent très vite dans l'écriture et dans
dans la représentation de la société. Voilà. Après, que dire de cette série? C'est un divertissement, clairement. Divertissement grand public, aventure, avec ce côté populaire qu'ont les feuilletons de Maurice Leblanc, et on se régale avec ça. Évidemment, le Paris qui est filmé, c'est le Paris touriste, carte postale, c'est très joli, et c'est, encore une fois, c'est fait pour être vendu à l'international. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et ce qui me paraît vraiment très intéressant et original dans cette série, c'est que c'est une série qui permet aussi de réfléchir tout en s'amusant, et de réfléchir au concept d'intersectionnalité. C'est-à-dire que donc, Omar Sy est noir, ça je pense que je l'apprends à personne, qu'il est noir en France, et que comme il s'inspire d'Arsène Lupin, donc son personnage qui s'appelle Hassan Diop, incarne tout un tas de personnages différents, qui n'ont pour point commun finalement que leur couleur de peau, et c'est effectivement comme ça qu'ils sont perçus par le reste de la société. Et en même temps, cette perception, elle est aussi très fortement marquée par la classe sociale qu'il incarne à un moment donné, ou l'âge. Parfois, c'est un vieil homme, parfois, c'est un chauffeur Uber, parfois, c'est un riche investisseur avec boucle d'oreille en diamant, costume extrêmement bien coupé, etc. Et évidemment, le rôle qu'il a et le regard des autres sur lui changent en fonction donc de ces différentes appartenances de classe. Et je trouve que c'est très important, très intéressant de le voir. Et en même temps, la série dit aussi que malgré toute cette diversité d'accoutrements, d'attirails, etc., ce que voient les témoins, c'est un noir. Et quand on leur demande de le décrire, ils ont le plus grand mal à décrire physiquement à quoi il ressemble, et c'est ce qui lui permet de passer finalement inaperçu. Et je trouve que ce jeu-là, avec cette réalité de la société française et cette réalité du concept d'intersectionnalité, elle est très bien illustrée, et il l'utilise très bien dans la série. Enfin, voilà, j'ai trouvé ça intelligent et divertissant. Enfin, j'ai passé moi un excellent moment, et je trouve que c'est une série à la fois pédagogique et divertissante. Et je me répète, donc je vais laisser la parole. Gilles Verviche, justement, alors cette série qui a été lancée par Netflix comme une série qui a voulu toucher le plus grand nombre de par le sujet et puis de par l'acteur principal, vous en avez pensé quoi, vous? Alors, comme je vous le suggérais off the record, hors antenne, comme on dit, je serais un peu mitigé. Voilà, je n'ai pas du tout détesté, donc j'ai vu toute la saison, c'est-à-dire 5 épisodes. Déjà, je trouve que ce mode de diffusion est un peu étrange. Alors, c'est peut-être lié, je crois, au confinement et aux conditions de tournage qui sont pas faciles. Mais pourquoi pas attendre d'avoir 10 épisodes? Parce que saison 1, première partie, après, on va nous faire des saisons 1, première partie, petit A, petit B. Enfin, voilà, à un moment, voilà, on va voir si c'est une série ou un téléfilm. Je me posais la question ce matin, d'ailleurs, à partir de combien d'épisodes ça devient une série? Parce qu'un téléfilm en 2 parties, c'est un téléfilm en 2 parties. On ne fait pas une série avec 2 épisodes, 3, 4. Là, on est à 5, on est limite au téléfilm. Bon, bref, tout ça pour dire, effectivement, c'est un divertissement. Le principe de pop culture, c'est quand même d'admettre au départ qu'un divertissement peut avoir du fond, on peut lier culture et divertissement, contrairement à ce que soutenait Hannah Arendt, qui sur ce point-là est un peu mon ennemi intime. Elle ne comprend pas, elle refuse absolument que le divertissement et la culture s'aillent ensemble. Elle passe des pages et des pages dans la crise de la culture à montrer que l'un ne peut pas être l'autre. Bon, là, nous, c'est le contraire. On est là pour ça, d'ailleurs, aujourd'hui. Maintenant, effectivement, je trouve que ça va un peu trop du côté divertissement. Le côté tout le monde ne voit qu'un noir, oui, alors ça permet le côté divertissement, c'est-à-dire le switch final à chaque fois. C'est ça qui est pas mal dans chaque épisode, c'est comment on s'est fait avoir pendant tout l'épisode pour qu'il puisse aller faire son cambriolage. Donc ça, c'est le côté divertissant. Moi, j'ai quand même 2-3 problèmes. D'abord, je trouve que
Le discours, alors intelligent, je sais pas, je trouve ça un peu gros sabot, quoi. Je trouve ça un peu simpliste, je trouve ça un peu, comment dire, manichéen quand même, le discours. Et puis, j'aime bien Omar Sy en tant que personne, dans pas mal de films, voilà. Moi, je trouve qu'il joue assez mal quand même, de manière générale, en particulier dans cette série. J'ai vraiment du mal. D'autres acteurs sont pas mal. Celle qui fait la journaliste, eh Anne bien, Benoît. comment? Anne Benoît. Anne Benoît, voilà, elle est très très bien. Elle joue d'ailleurs dans Paris Police 1900. Elle est exceptionnelle. Elle fait vraiment la marâtre, la mère Macrel et d'extrême droite. Voilà, lui, moi, j'y arrive pas. Enfin, franchement, je trouve qu'il joue pas bien et ça me gâche un peu le plaisir parce que mettre autant de moyens sur, c'est très bien. Il est producteur, ça fait partie, enfin, au exécutif. Il n'est pas pour rien dans l'idée, etc., tout ce qu'on veut. Mais voilà, après, mettre des moyens de réalisation, etc. Il y a un côté, si vous voulez, moi j'ai trouvé, il y a un côté Yamakasi, Luc Besson, voilà, je trouve qu'il y a un décalage finalement entre l'ambiance Lupin, Paris, même un peu fantasmé, et puis quelque chose de très Taxi 2, 3, 4, je ne sais pas combien, voilà. Donc, j'ai pris plaisir à le regarder si vous voulez, mais ça arrive. Là, on est dans le divertissement qui fait un peu pchit après, c'est-à-dire on passe un bon moment, c'est agréable à regarder, j'ai pas du tout, je me suis pas ennuyé, etc. Et puis sorti de là, il reste pas grand-chose, quoi. Voilà, c'est-à-dire que si j'essaye de me souvenir, j'ai du mal à retrouver des souvenirs. Voilà, donc du coup, hein, alors que je suis vraiment pas du genre snob, moi, hein, vraiment, hein, je suis très très bon public. Mon film préféré, c'est Big avec Tom Hanks, hein, pour tout vous dire. Donc voilà. Mais je comprends pas pourquoi ça aurait eu plus de succès que d'autres séries. Ou, voilà. Enfin, alors, c'est comme je disais tout à l'heure, à un moment, il se passe quelque chose, on ne comprend pas pourquoi. Il y a quelque chose qui plaît, ça demanderait à gratter. Mais moi, je suis quand même assez mitigé. Voilà. On peut dire donc qu'il y a eu une vraie attente derrière cette série-là parce qu'on l'a vu avec Omar Sy, qui était, on l'a rappelé, un acteur vraiment hyper connu. On a une série qui était plutôt, comme a dit Marjolaine, française, avec un emballage anglo-saxon autour qui devrait plaire à beaucoup de monde. Alors justement, Emmanuel Taïeb, pour lancer un petit peu le débat, vous en avez pensé quoi, vous? Mitigé, adoré, pas aimé du tout? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Mitigé, moi je serais assez proche de ce qu'a dit Gilles. Moi, c'était une série que je ne comptais pas voir spécialement. Je ne suis pas très amateur de l'univers d'Arsène Lupin ou de Maurice Leblanc. C'était un peu plutôt une série que regardait, c'était la génération de mes parents, quoi. Donc moi, voilà, la série avec Georges Descrières, donc je ne comptais pas trop y aller. Et puis évidemment, je me suis fait rattraper par le phénomène de société et le fait que tout le monde a commencé à parler de la série, que tout le monde est entré dans cette série par plein d'aspects. Donc je me suis dit, OK, il faut jeter un coup d'œil. Et puis nous avions cette émission aussi à préparer. Moi, je suis frappé quand même par des formes de grande naïveté dans la manière de conduire un récit et dans la manière de dégrossir ou de ne pas dégrossir les personnages. On passe beaucoup de temps à regarder des séries où les personnages sont extrêmement complexes, torturés, subtils, avec des modes de narration très complexes, etc. Et là, brutalement, on a effectivement, et Marjolaine l'a dit et Gilles l'a dit, quelque chose qui relève du divertissement, mais effectivement du pur divertissement, c'est-à-dire qu'on va tailler dans le gras tout ce qui pourrait apporter un peu de subtilité. Donc, moi, j'ai regardé ça en me disant, c'est Parker Lewis ne perd jamais. Voilà, ça, c'est plus ma génération que celle de mon père. Et là, c'est Arsène Lupin ne perd jamais. Donc, on peut effectivement prendre beaucoup de plaisir à le voir imaginer des coups invraisemblables pour coincer ses adversaires et s'en sortir. Donc, il y a effectivement quelque chose de jubilatoire à le voir gagner, parce que de toute façon, on a envie qu'il gagne. Et comme à côté, les méchants sont très méchants, les flics sont très, très bêtes, bon, bah, alors effectivement, ça lui laisse un boulevard pour y aller. Mais effectivement, je suis quand même très surpris du côté très démonstratif de toutes les actions et de l'avancée de l'enquête du côté des policiers qui sont vraiment pas les plus doués, avec au moment où où il trouve que c'est le flic qui trouve que c'est Arsène Lupin, donc il trouve que Paul Cernine c'est l'anagramme, et il va mettre une lettre par post-it et il va accrocher ça sur son tableau parce qu'il faut effectivement qu'il ait ça bien en tête. Bon, enfin, là j'ai trouvé que c'était quand même, ça avance qu'avec des gros sabots. Donc au final, je sais pas très bien, voilà, je sais pas très bien ce que ça apporte. Et il y a effectivement une dimension un peu taxi
dans le pire sens du terme, hein, et Gilles l'entendait comme ça, et notamment dans le premier épisode où on a des cascades de voitures, mais si vous regardez bien, dans les épisodes qui suivent, c'est beaucoup plus calme en réalité. Il y a énormément de scènes d'intérieur qui sont un peu pesantes, quelques petites manips, voilà, il y a un truc qui se passe dans un hall d'un journal, bon, mais en réalité, alors c'est peut-être lié aussi au Covid et au confinement, mais on est quand même dans quelque chose qui n'envoie pas beaucoup de lourd, et puis quand ils vont un peu s'aérer, ils vont à Etretat. Là, pour le coup, effectivement, il y a un côté 20e siècle mignon, mais de mon point de vue, ça n'allait pas très loin. Oui, mais évidemment qu'il faut aller à Etretat, c'est l'aiguille creuse. Oui, j'entends bien, mais ça aère pas beaucoup, quoi. C'est comme si on allait se promener dans le Vexin, quoi. Bon, ça fait pas rêver, je préfère une plage de Californie. Je dirais, moi j'ai bien aimé la série, donc oui, on est vraiment dans du divertissement. Peut-être que ce qui est peut-être un petit peu dommage du point de vue je dirais de l'écriture, c'est qu'il y a des pistes en fait de failles intéressantes chez le personnage, c'est-à-dire que visiblement il grandit seul avec son père est victime d'une espèce d'escroquerie, enfin bref, ça le conduit en prison, etc. Et je trouve que ça devrait donner chez lui quelque chose de plus faillible que ce qui n'apparaît, et ça aurait été intéressant de le creuser, qu'il soit moins sympa en fait. C'est-à-dire d'une certaine façon qu'on ait quelque chose où on accroche plus pour essayer davantage de le comprendre. J'ai juste l'impression, moi, qu'on avait les éléments, mais on est resté à la surface. Et c'est un petit peu dommage, ce qui fait que le personnage n'est pas suffisamment ambigu, en fait. Et c'est ça, c'est le côté très lisse, en fait, peut-être des personnages qui fait que ça donne le côté très divertissement, un peu lourd, comme ça, de base. Ceci étant, moi, j'ai quand même plutôt accroché en regardant les 2 premiers épisodes, et je ne les ai regardés que pour notre émission, n'est-ce pas? Et je vais peut-être regarder la suite. Donc voilà, mais je dirais qu'il faut un peu accepter de brancher son cerveau et de rentrer en fait dans l'univers du divertissement. Après, je trouve que ce que tu as dit, Marjolaine, ce que vous avez dit, pardon, Marjolaine, tout à l'heure, est assez intéressant sur l'intersection et tout ça, et quand même ça a cet avantage-là. C'est juste que, sur le plan de la psychologie des personnages, et on retrouve ça chez les policiers, c'est pas assez creusé. On a vraiment l'impression que ils sont c'est trop manichéen en fait, et donc ça manque un peu de corps, de chair et d'humanité quelque part. C'est un peu trop des héros et des anti-héros. Bon, les amis, il faut vraiment que vous relisiez Maurice Leblanc. Parce que justement, c'est ça qui fait partie du plaisir. Et effectivement, c'est pas creusé et c'est très gros, et le méchant est très très méchant, et le gentil est formidable, et les policiers sont cons. Mais Maurice Leblanc, c'est ça. Et j'ai l'impression dans ce podcast d'être dans la position du policier Guédira, là, ce fan de Maurice Leblanc que personne ne croit et qui a tout compris depuis le début. Et ça me permet de saluer l'acteur Soufiane Guérab, que j'aime vraiment beaucoup. Et voilà, c'est tout ce que je voulais dire. J'ai raison, et vous avez tort, vous êtes snob. Relire Maurice Leblanc, lire Maurice Leblanc, en ce qui me concerne. Je pars de très loin, hein, j'avoue. C'est pour ça que Etretat, ça t'a rien fait. Complètement. C'était donc le 3e débat autour de la série Lupin, série qui avait effectivement déjà, au moment de sa sortie, clivé un petit peu à la fois le public, les critiques, mais qu'on peut retrouver toujours sur la plateforme Netflix, disponible bien sûr à la demande. Des hommes vont venir et ils voudront t'apprendre des choses. Or, ça ne les rend pas plus intelligents. Alors laisse-les parler. Et continue à faire exactement comme tu l'entends. Un jour, tu verras, tu seras seul. Tu dois donc apprendre à te protéger et à prendre soin de toi. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Vous êtes orpheline, Bess. J'aime bien être seule. Je me sens en sécurité. C'est tout un univers qui se retrouve dans 64 cases. Mademoiselle Harmon, Bess.
psychose et créativité vont très souvent de concert. D'ailleurs, c'est pareil pour le génie et la folie. Il n'y a pas un joueur au monde qui soit aussi doué que toi. Il y a un joueur qui me fait peur. Qui? Le Russe. Don't make me over. Cet homme est champion du monde. Je suis censée aller en Russie, mais ce que je veux, c'est boire. Je m'inquiète pour toi. Don't make me over. Pourquoi? Je vois pas pourquoi. Peut-être que c'est dans mes gènes. Ma mère est devenue cinglée. Elle l'est devenue ou elle l'a toujours été? Je sais même pas si je suis assez bonne. T'es la meilleure qui soit. Tu as un talent inouï. Mais tu devras en payer le prix. Difficile à dire quel en sera le montant pour toi. La quatrième série que l'on va présenter, c'est une série toujours Netflix et j'ai envie de demander à Gilles Verviche s'il aime beaucoup jouer aux échecs, Gilles. Ah, alors, j'y ai joué petit, je connais les déplacements des pièces, hein, comme ça, comme tout le monde, hein, le fou en diagonale, voilà, j'y ai joué, je suis un peu nul, je peux me faire battre par n'importe qui a fait 1 an de club ou moins, enfin bref, donc je connais les échecs. Mais évidemment, c'est ça qui est intéressant dans la série, hein, c'est que c'est une série sur les échecs et vous pouvez l'aimer sans connaître les échecs, évidemment. Voilà, alors si tout le monde a voulu s'inscrire en thérapie après la série en thérapie, c'est passé la même chose avec les échecs. Je crois que les inscriptions dans les clubs ont été multipliées. Alors, vous connaissez peut-être ou pas cette série qui a fait un carton, donc hein, pas loin de Lupin. On peut se poser la question, une série sur les échecs, donc réalisée, créée par Scott Frank, adaptée d'un livre, d'un roman d'un certain Walter Tevis que je ne connaissais pas, un roman qui date de 1983. Et qui décrit donc l'ascension d'une génie des échecs, donc petite fille dont la mère est morte dans un accident de voiture, qui a grandi donc dans un orphelinat et qui se découvre un don, voire un génie pour les échecs, et qui va comme ça gravir les échelons d'épreuves régionales, locales, jusqu'à affronter le meilleur joueur d'échecs du monde, qui est forcément un Russe. Voilà, et donc c'est la chronique d'une victoire annoncée. Voilà, donc il y a un petit côté société, esprit de compétition tout à fait, comment dire, j'arrive pas à trouver mon adjectif, tant pis, mais réjouissant, voilà. Hein. Donc cette série est effectivement, moi, m'a beaucoup plu. Voilà, j'ai vraiment. Alors après, on peut se poser du coup les questions pourquoi aimer la série. En fait, vous prenez les échecs, vous prenez la thérapie, vous prenez la vente d'appartement ou la cuisine, c'est toujours pareil, c'est-à-dire ce qui compte, c'est ce qu'on en fait. Alors, il y a d'abord, effectivement, il me semble, la réalisation, les décors, l'esthétique qui reconstitue donc l'Amérique des années 50-60, puisque son parcours se déroule à cette époque-là. Moi, j'ai beaucoup aimé cette esthétique. Il y a du coup, effectivement, alors le jeu, pas le jeu, la série s'appelle le jeu de la dame, donc The Queen's Gambit. Je crois qu'aux échecs, en fait, c'est un coup d'ouverture aux échecs, donc on appelle le Gambit de la dame, en fait. Enfin voilà, donc c'est le jeu de la dame, c'est-à-dire comment une femme aussi. On parlait de la place des femmes tout à l'heure dans Paris Police 1900. Là aussi, c'est comment une femme se fait sa place dans un monde d'hommes, puisque dans le monde des échecs en particulier, c'est très masculin. Voilà, donc il y a ce discours assez moderne. Et puis, alors en fait, voilà, c'est surtout là le personnage est bon. Alors l'actrice, elle est quand même formidable, Anya Taylor-Joy, hein, avec des grands yeux de biche. Là, elle a un jeu
Je pense que n'importe quelle actrice au monde voudrait faire ce rôle qui passe par tous les états émotionnels. Elle a beaucoup de silence, beaucoup de gros plans. Je ne reviens pas aussi sur sa garde-robe qui change quasiment à chaque minute. Voilà, au niveau de l'esthétique, si vous voulez, ça m'a fait penser à Ratched. Je ne sais pas si vous avez vu cette série qui se passe dans un hôpital psychiatrique et qui reprend le personnage de l'infirmière dans Vol au-dessus de coucou. Sauf que dans Ratched, je trouvais que l'esthétique faisait un peu trop esthétisante. Enfin, voilà. Là, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu plus mesuré. Alors, c'est un personnage, pour le coup, assez complexe. Là, tout est dans les failles. Hein, c'est-à-dire qu'elle est à la fois génie des échecs et en même temps droguée, addict à l'alcool et aux drogues. Et donc, c'est un peu le côté obscur ou le côté lumineux de la force. La question, c'est plus ou moins de savoir si elle va arriver à lutter contre ses démons pour réussir sa partie d'échecs ou si elle va se perdre un peu dans l'alcool, sachant, comme le dit une journaliste, que finalement, folie et génie vont ensemble, que psychose et créativité vont ensemble. Il y a l'idée, si vous voulez, que les meilleurs sont ceux qui peuvent tomber le plus. Voilà. Donc, voilà, ce personnage, la question, c'est un peu, je me l'étais noté, faut-il être différent des autres pour être soi-même? C'est un peu une ode quand même à l'originalité, au personnage décalé par rapport à la norme. Bon, un peu un discours moderne. Ça, moi, personnellement, ça me dérange un peu, hein, le côté casser les codes contre le diktat et les normes. Soyez vous-même, soyez différents. Bon, c'est un peu voilà, une ode à l'originalité. Alors, le petit point que je voulais faire quand même, moi, c'était sur un des personnages que je préfère. Alors, il y a plein de personnages de femmes. Décidément, à chaque fois qu'il y a plein de personnages de femmes, moi, je suis toujours sur les personnages masculins. Donc, dans Paris Police 1900, c'était ça, c'était le flic. Et là, en fait, moi, un personnage et une relation que j'ai préférée, ça se passe à l'orphelinat, en fait. Donc, c'est pas avec cette actrice-là, c'est avec le personnage jeune. C'est un certain monsieur Scheibel, c'est-à-dire c'est le concierge de l'école qui lui apprend à jouer aux échecs. Voilà, elle arrive là, elle est orpheline, sa mère est morte et lui-même aussi est un personnage un peu littéralement mis à la cave puisqu'il vit quasiment dans la cave et il joue tout seul aux échecs. Et c'est là qu'elle découvre les échecs. Et dans cette ode à un scénario qui se veut plus ou moins original, ça fait un carton. On retrouve, ça m'a beaucoup intéressé, on retrouve typiquement la figure du mentor dans Joseph Campbell, hein, le héros aux mille et un visages. Il a toutes les caractéristiques du mentor. Voilà. Le mentor, c'est celui qui aide et qui entraîne le héros. Donc, c'est toujours un vieux sage. Il y a toujours le côté aussi, le mentor au départ ne veut pas enseigner au héros. Hein, on voit ça, il dit non, je ne t'enseignerai pas. Il faut qu'elle fasse ses preuves pour avoir le droit d'enseigner. Et puis, le mentor, c'est celui qui va donner un cadeau, un gift, un présent au héros pour lui faire avoir son aventure. Alors là, c'est un peu la même chose. Une fois, d'abord, deux moments. D'abord, il le motive, c'est-à-dire qu'il la présente au président du club d'échecs universitaire. Donc, finalement, c'est lui qui lui met le pied à l'étrier. Et puis, il y a le fameux cadeau, c'est-à-dire qu'elle lui demande au départ, pour passer sa première compétition, $10 parce que l'inscription est à $5, elle n'a pas les moyens. Et lui, il lui envoie $10, je crois, qu'elle lui rend jamais. Enfin, voilà, on est typiquement… ce personnage a beaucoup intéressé. Et en plus, la relation, parce que cette fille qui, entre les drogues et les victoires, si vous voulez, est un personnage très profond, mais finalement qui a l'air très peu émotif. C'est avec lui qu'elle va l'être le plus, puisque à la fin, je spoil un peu, mais bon, hein, il était vieux, voilà, c'est pas non plus Game of Thrones, hein, mais voilà, mais quand elle arrive à son enterrement, donc typiquement, il était un peu reclus de la société, il n'y a personne à son enterrement, personne n'a rien à dire, le curé fait un éloge funèbre complètement insipide, et puis elle découvre, en retournant âgée dans la cave où elle l'avait rencontré, qu'il a gardé tous les papiers de presse de toutes ces compétitions. Et là, pour la première fois quasiment de la série, je crois, elle se met à pleurer. Et j'ai trouvé que cette relation-là, entre le mentor et le héros, était particulièrement touchante. Voilà. Donc, voilà. Et par ailleurs, j'ai aimé la série pour à peu près tout, mais je vous laisse…
enchaîner. Marjolaine Boutet, justement, vous qui, dans cette série, je pense, avez trouvé les tenues d'Anya Taylor-Joy vraiment jolies, qui avez aimé peut-être le contexte aussi. Hein. On peut suivre à travers ça la guerre froide, à travers les échecs, qui était aussi une des grandes sources de tension et de concurrence entre les États-Unis et l'URSS. Qu'est-ce que vous en avez pensé alors, Marjolaine ? Alors, les tenues de Beth Harmon, puisque c'est le nom du personnage, sont bien plus que jolies. Elles disent des choses sur le personnage, elles disent des choses sur les échecs. Alors, d'abord, pour rebondir sur ce que disait Gilles, effectivement, le personnage du mentor, etc., la série, elle est construite comme un film de sport, parce que les échecs, c'est un sport. Et donc, et finalement comme un jeu vidéo, enfin voilà, où il y a un mentor au départ qui lui apprend à jouer, et puis elle va battre des adversaires de plus en plus puissants, mais finalement, elle se bat évidemment contre elle-même d'abord et surtout. Et encore une fois, ça représente très bien les échecs. Alors d'abord, il faut dire que toutes les parties que l'on voit, et ça c'est très rare par rapport à un film de sport, de façon générale, c'est que toutes les parties d'échecs que l'on voit, même très rapidement, elles sont toutes jouables. Et jouables comme ça, et réalistes, et les coups correspondent vraiment à ce qui est dit, à ce qui est fait. C'est absolument remarquable. Quand on voit sa visualisation du jeu au plafond, là encore, on est dans son univers mental. Et donc, son univers mental qui envahit tout l'écran, y compris donc la façon dont elle s'habille et les décors. Gilles parlait aussi de la reconstitution des années 50 à 70. On est vraiment dans un fantasme des années 50 à 70 et les papiers peints, donc là encore, qui sont de plus en plus, qui sont très très chargés au départ et qui deviennent de plus en plus dépouillés, sont évidemment un reflet de son état mental et de ce qui se passe dans sa tête et de cette espèce de grotte qu'elle débarrasse finalement de plein de choses au fur et à mesure que la série progresse. Et ces tenues qui sont, là encore, elles évoquent quasiment toutes l'échiquier l'échiquier, pardon. Il y a aussi évidemment une référence à l'affaire Thomas Crown avec les split screens, où là aussi il y a une partie d'échecs dans ces tenues extrêmement graphiques, et la scène finale où, alors je ne dis pas ce qui se... Enfin bon, voilà, elle gagne à la fin, mais surtout elle est toute en blanc. Et là encore, elle incarne finalement dans ce plan final la reine sur son jeu d'échecs, et elle joue, et le monde est un jeu d'échecs, et elle est tout en blanc, elle est comme une pièce d'échecs sur ce jeu. Et je trouve que, enfin voilà, il y a ce rapport entre les échecs qui sont une projection du monde mental et le monde qui est un reflet de ses états à elle, qui est tout à fait sublime. Et puis cette atmosphère évidemment de guerre froide qui sert de décor et qui là encore permet aussi d'accentuer les enjeux de ce récit qui est un récit de sport et qui fait référence à, encore une fois, plein de films des années 80 que Gilles doit aimer, où on bat les méchants russes à la fin. Emmanuel Taïeb et Mascali, rapidement pour terminer autour de The Queen Gambit, la mini-série événement de ce début d'année 2021 sur Netflix. Qu'est-ce que vous en avez pensé, Emmanuel, vous qui aimez la politique, c'est quand même quelque part un jeu d'échecs. Oui, c'est un jeu d'échecs, et puis c'est le personnage lui-même qui essaie de se débattre à la fois sur le petit échiquier dans sa propre vie et dans la guerre froide, comme ça a été mentionné. Donc c'est une série qui au fond métaphorise le jeu d'échecs, en fait une forme d'adversité pour cette jeune femme qui, ça a été rappelé, part avec d'assez mauvaises cartes, j'allais dire, ou en tout cas d'assez mauvaises pièces dans la vie, puisqu'elle est effectivement orpheline, elle se cherche au niveau familial, elle se cherche au niveau sexuel, elle se cherche au niveau corporel, elle est addicte depuis son plus jeune âge, et donc une fois qu'elle arrive effectivement à accomplir tout ça, et une fois que son trajet a pris une bonne tournure, elle peut passer de pion, ce qu'elle pouvait être au début, à dame. Donc de ce point de vue-là, le titre français peut être intéressant. Seul défaut peut-être, moi je rejoins tout ce qui a été dit, par moment j'ai trouvé que la structure des épisodes
L'imagination visuelle était parfois un peu pauvre au sens où, par exemple, elle voit toujours les pièces au plafond. Bon, d'accord. Alors, une fois qu'on a l'idée, elle est répétée 3 ou 4 fois. Peut-être qu'elle aurait pu voir les pièces ailleurs. Peut-être qu'on aurait pu transformer des personnages en pièces. On aurait pu avoir des pièces fantômes sur un échiquier. Il y avait peut-être moyen de varier un tout petit peu ça. Et puis, dans la narration, il y a 2-3 épisodes qui commencent par un flashback avec la maman, dont évidemment l'action va lui servir pour la suite. Peut-être que c'est un tout petit peu linéaire. Voilà, c'était vraiment pour introduire une réserve. Pour le reste, j'ai beaucoup aimé et j'ai bien adhéré au portrait de cette jeune femme dans un monde difficile à bien des égards. Eh bien, moi, de mon côté, je n'ai pas accroché avec la série et c'est très difficile parce que je ne sais pas bien pourquoi. Je trouve que c'est magnifique, que c'est hyper bien réalisé. Je trouve que l'actrice est prodigieuse. Enfin, je trouve ça extrêmement beau et je rejoins absolument tout ce que vous avez dit et je n'ai pas été touchée une seconde. Ça ne m'a rien fait et ça m'interroge beaucoup. Alors, je pourrais imaginer que ça vient peut-être du personnage et peut-être du côté psychotique du personnage qui fait que d'un coup, mais pourtant il y a plein d'autres films dans lesquels j'accroche, mais là pour le coup, c'est comme si j'étais pas rentrée dans son univers. Alors peut-être qu'il y avait quelque chose peut-être d'un peu autistique pour moi, d'un petit peu trop à distance, et peut-être que ça va dans le sens de ce qui était dit tout à l'heure par Gilles, c'est-à-dire qu'on la sent pas émotionnellement, pourtant elle est pleine de failles qui vont ressortir en fait dans ses addictions et tout ça, mais la carapace est très grande et d'une certaine façon, moi ça a fait que je ne suis pas rentrée émotionnellement dans le personnage. Pourtant j'ai regardé toute la série, j'ai trouvé ça très beau, très esthétique et ça ne m'a rien fait. Donc voilà, et ça m'interroge beaucoup hein, parce que je reconnais toute la qualité de l'écriture, de tout. Et j'ai pas été touchée. Je m'en suis fichue complètement, quoi. Donc voilà. C'était donc une des rares personnes que l'on peut connaître et qui n'a pas apprécié The Queen Gambit, hein, le jeu de la dame, comme l'a dit Emmanuel Taïeb. Je pense que le titre français reflète tout à fait très bien d'ailleurs ce que veut montrer cette mini-série. Alors c'était donc sur le The Queen Gambit, le dernier débat de cette émission, de ce podcast, ce premier podcast intersaison. Vous pouvez retrouver The Queen Gambit sur Netflix, toujours à la demande d'ailleurs, et allez voir avec joie Anya Taylor-Joy. Gilles Vervis, je crois, et comme moi, a beaucoup apprécié son jeu et le personnage, mais je pense qu'on n'est pas les seuls. Quand on a créé cette émission, on s'est dit tiens qu'on n'aurait pas assez de 4 débats pour parler de l'actualité des séries. Alors aujourd'hui, les saisonniers ont une petite émission à remplir pour vous, chers auditeurs. Ça serait de nous dire dans une rubrique qu'on appelle l'air du temps, nous dire voilà quelle autre série en ce moment il faut regarder en 1 minute. Top chrono, Emmanuel Taïeb. La série du moment, de mon point de vue, c'est Cobra Kai sur Netflix. Alors, c'est bien, on ne m'attendait pas forcément là. Elle m'a été conseillée par des amis très proches. Série qui est passée d'abord sur YouTube Red et puis qui a été récupérée par Netflix en troisième saison. C'est une série assez régressive. Donc, c'est la suite de Karate Kid 30 ans après. Série voilà, un peu bourrine, assez drôle. On retrouve une grande partie du casting original qui ne font pas que des caméos. Hein, ils sont vraiment là. Ils restent longtemps. Et puis, il y a évidemment une nouvelle génération. C'est intéressant sur plein d'aspects. Ça nous dit d'abord que deviennent les personnages qui ont perdu, qui ont été un peu les losers dans un film. Eh ben, ils ne deviennent pas grand-chose. Donc là, le personnage de Johnny Lawrence qui se prend le coup de pied dans la figure de Karate Kid, eh ben, pendant 30 ans, il est resté quasiment hibernatus et il se réveille 30 ans après en étant d'ailleurs complètement loser toujours. Donc il y a un vrai problème de destin et de destinée fictionnelle, alors que Daniel Larusso a très très bien réussi. Il a une sympathique famille, il a du succès dans les affaires. C'est une série qui est intéressante, vraiment, je le dis rapidement. D'abord, elle est assez moqueuse du politiquement correct, de plein de tendances d'aujourd'hui. Donc, on se moque du yoga New Age, on se moque de la nourriture végétarienne, on se moque de la culture woke, on se moque des réseaux sociaux. Ça va balancer du badass et du pussy dans tous les sens. On va insulter sur le physique. Bon, donc ça, voilà, on renoue un peu avec quelque chose d'assez drôle des années 80. Et en même temps,
dans les dojos, parce que c'est là que ça se passe, c'est le melting pot total. Donc ça acte aussi l'Amérique contemporaine. Il y a des latinos, il y a des noirs, il y a des asiatiques, il y a des obèses, il y a des petits geeks rachitiques avec des lunettes. Et il me semble que chaque dojo, donc, qui est tenu par 3 personnages différents, représente une promesse américaine ou en tout cas une manière d'être au monde. Doit-on écraser les autres pour réussir? Ça, c'est le dojo de John Kreese. Doit-on avoir un rapport agressif au monde parce que le monde est sans pitié? Et ça, c'est le dojo de Johnny Lawrence. Ou doit-on user de la violence uniquement pour se défendre? Ça, c'est le dojo de Daniel. Il me semble que la série penche un peu vers le dernier, mais sans trancher. Et tous les personnages naviguent d'un dojo à l'autre, ce qui montre bien que les choix sont extrêmement difficiles. Cobra Kai. Emmanuel Taïeb, vous nous avez effectivement surpris de recommander cette série-là dans la droite lignée de Karate Kid, c'est vrai, et qui est avec un vrai fort second degré, très intéressant à voir. Alors Marjolaine, vous, allez-vous nous surprendre à votre tour ou être dans un choix plus classique de la série L'Air du Temps? Non, c'est ma série du grenier, la surprise. Non, mais là, pour l'Air du temps, je voulais vraiment recommander à nos auditeurs la saison 2 d'Hippocrate qui démarre le 5 avril sur Canal+, et les plateformes MyCanal, etc. Parce qu'on est vraiment dans l'Air du temps. C'est donc une série de Thomas Lilti, médecin, réalisateur, scénariste, qui a fait de très très beaux films sur la médecine et les études de médecine au cinéma, et puis cette série dont la saison 1 était déjà très réussie, avec notamment Louise Bourgoin et Alice Belaïdi. Dans cette saison 2, on est vraiment au cœur, encore une fois, de l'hôpital public et d'un hôpital sans argent, qui manque de moyens, et où on voit vraiment les médecins se débattre en permanence. Et je crois que ça parle vraiment des fonctionnaires et de ce que sont les services publics aujourd'hui en France, de ces gens qui sont pas... on n'est pas dans Grey's Anatomy, on n'est pas dans des faiseurs de miracles, on est vraiment dans des gens investis, qui dorment pas, qui font ce qu'ils peuvent pour faire leur métier le mieux possible dans des conditions délirantes. Évidemment, le Covid va arriver, mais pas tout de suite dans cette saison 2. Et surtout, je voulais aussi souligner la découverte dans cette saison 2 de Bouli Lanners, qui est un acteur belge au charisme incroyable. Et vraiment, je vous recommande cette série, même si ça nous replonge dans un monde médical dont on entend beaucoup parler, parce que ça montre un peu l'envers du décor, et c'est pour ça qu'on aime les séries, et c'est pour ça qu'on aime les séries réalistes, et vraiment cette saison 2 est extrêmement bien réussie. Voilà, c'est un coup de cœur. C'était donc la recommandation du moment de L'Air du temps de Marjolaine Boutet, la saison 2 d'Hippocrate. Alors Gilles Verviche, vous, qu'est-ce que vous nous recommandez en ce moment pour regarder, à part celle qu'on a écoutée depuis le début de l'émission? Alors, moins réaliste et dans l'air du temps peut-être, The Boys. Alors, c'est sur Amazon Prime, je ne sais pas si vous connaissez. Série plus gore que chez Gore. La saison 2, qui est sortie il y a quelques mois, est encore plus gore que la saison 1, avec des décapitations explosives à chaque épisode, des scènes de boucherie, voilà. Bon, ça, c'est pour le côté spectaculaire, hein. C'est tellement spectaculaire que ça devient un peu grand guignol. Mais dans cette culture de pop culture, je trouve que c'est pas mal de prendre les choses un peu à contre-pied. C'est adapté d'une bande dessinée, en fait, hein, où effectivement les super-héros s'interrogent un peu sur leur nature. Alors bon, pour pitcher très rapidement la série, The Boys, hein, c'est une bande de rebelles qui luttent contre des super-héros qui sont les méchants. Voilà. Et donc, les super-héros, en fait, sont embauchés par une firme privée qui cherche à étendre son pouvoir, avec un fameux composant V ou 5 qui fait penser un peu au Sputnik V russe. Voilà, donc dans ces ambiances de virus et de vaccins, le petit discours manipulation génétique est pas mal. Enfin voilà, c'est-à-dire derrière le côté grand guignol, il y a quand même un bon discours qui plaît bien sur ce qu'est l'Amérique, sur les fausses valeurs de l'Amérique, sur ce qu'est un super-héros ou pas. Et voilà, il y a tout un discours politique qui mériterait pas mal d'être gratté sur
American Way of Life, et puis d'autres questions. Voilà, c'est-à-dire, ça prend un peu tous les classiques du film de super-héros pour les renverser. Et c'est dans le sud, normalement, les films de super-héros, il y a le super-héros. On parlait tout à l'heure d'un personnage un peu lisse comme Batman, et puis c'est le méchant qui, voilà, vous savez, comme disait Hitchcock, hein, plus le méchant est réussi, plus le film sera réussi. Donc pourquoi pas faire que le héros soit le méchant, hein, comme dans le Joker. Voilà, donc voilà, c'est une série très rock'n'roll, très trash. C'est peut-être pas conseillé à tout le monde, hein, au niveau visuel, c'est quand même c'est très très violent. C'est un des films ou séries le plus violent que j'ai vu dès la première scène d'ailleurs. Hein. Donc vous serez tout de suite calmé, vous saurez si c'est pour vous ou pas. La première scène quasiment, il y a une fille, c'est la copine du héros, hein, qui est latéralement désintégrée, qui explose face caméra. Donc, si vous n'aimez pas, bah, vous lâchez tout de suite. Hein. Si vous supportez, vous pouvez continuer. Il y a des choses à gratter derrière. Donc, The Boys, saison 1 et 2 sur Amazon Prime. Ça change de plateforme. Tiens. C'était la recommandation donc très violente, mais aussi qui montre pas mal de choses sur la société, notamment américaine. The Boys, à voir donc sur Prime. Et vous, Emma Scali, alors, la recommandation, est-ce qu'on est aussi dans le sanguinolent ? Un petit peu, mais version un petit peu différente. J'avais envie de vous parler d'une série Netflix française, mais cette fois dans un projet, disons, beaucoup plus intimiste que Lupin, par exemple, avec la série Caïd. Alors, Caïd, c'est quoi? C'est un thriller immersif dans une cité de Marseille où on a un réalisateur et son caméraman qui débarquent pour filmer un clip de rap d'un caïd des quartiers, sauf que très très vite, les choses vont dégénérer et ils vont être pris dans une guerre des gangs qui est explosive. En fait, Caïd, c'est une série qui se démarque dès le départ en proposant un format et un concept assez novateur, puisque ce sont des épisodes de 10 minutes, en fait 10 fois 10 minutes, et la série est filmée en found footage, donc en mode caméra à l'épaule, style projet Blair Witch ou ce genre de choses. Et elle a en fait été créée et réalisée par deux réalisateurs qui avaient fait un film, en fait, Ange Basterga et Nicolas Lopez. Et en fait, là, ils ont fait un remake de leur film, mais en version série. Et ce que je trouve intéressant, c'est que en fait, Caïd, ça nous plonge dans une cité lors d'une fusillade et ça, d'une certaine façon, nous raconte des choses extrêmement difficiles qui peuvent faire penser un peu à la haine ou aux misérables. Et là, on le vit un peu de l'intérieur puisqu'on est embarqué en fait avec ce type qui vient pour tourner un clip. Et moi, j'ai bien aimé en fait cette ambiance particulière, un peu coup de poing, en fait, le côté coup de poing, et le fait que c'est une série sur l'humain parce que c'est une série qui raconte la vie des jeunes des quartiers qui ont des difficultés auxquelles ils font face et surtout qui ont un envie d'ailleurs, en fait, et qui rêvent. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant. Donc voilà, j'avais envie de vous partager ça aujourd'hui. Et puis pour parler aussi de séries françaises, petit budget, de choses compliquées, etc. Il faut regarder, quoi. C'était donc la série Caïd recommandée par Emma Scali. Alors, on a aussi une deuxième rubrique, Marjolaine nous l'a un tout petit peu spoilé tout à l'heure. On s'est dit, tiens, en une minute aussi, on va essayer à chaque émission de reparler de séries plus anciennes, qui ont quelques années, voire beaucoup plus, et qui vont peut-être vous rappeler à certains des souvenirs. Alors, on s'est dit, tiens, des souvenirs, des séries, pourquoi pas intituler la rubrique Les séries du grenier. Et comme celui qui a eu l'idée de ce titre-là, c'est Emmanuel Taïeb, je lui donne la parole en premier. Emmanuel, le grenier, alors chez vous, qu'est-ce qu'on y retrouve ? Oui, cher saisonnier au grenier, je suis allé chercher Les Mystères de l'Ouest, série CBS diffusée aux États-Unis de 1965 à 1969, mais que j'ai découverte évidemment beaucoup plus tardivement dans les années 80, avec un super générique très original, avec des vignettes de BD qui s'animaient et qui finissaient par un coup de poing du héros sur une femme en belle robe qui allait le poignarder dans le dos. On est dans du buddy movie avec James West pour l'action et Artemus Gordon pour la ruse, un duo qui rappelle un petit peu les Kirk et Spock
époque de Star Trek, à la même époque. Voilà, moi, alors, pour le coup, j'étais complètement passé à côté du sous-texte homo entre les deux personnages. Il y avait plein de jeunes femmes, tout ça, donc j'étais plus concentré là-dessus. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avoir quelque chose qui se passait autant du western, mais qui n'avait pas tous les codes du western et qui se plaçait aussi. Ça ressemble un peu à du Tardy, là, voilà, à ce qui se passait, à la naissance de la science et de la technologie. Donc pour moi, c'était James Bond en 1870. Donc j'aimais bien qu'il y ait des gadgets bricolés avec les moyens de l'époque. Je trouvais fascinant que les personnages se déplacent avec un wagon privé de nuit. Tout se passe de nuit, hein, c'est le titre des épisodes d'ailleurs. Voilà, ils sillonnent les États-Unis dans un wagon, dans un train. J'aimais bien le méchant. Qui est Dr Miguelito Loveless, qui était aussi puissant qu'il est petit. Et puis, alors voilà, James West avait des costumes très très serrés, donc ça a peut-être fait partie de la mythologie de la série. Les pantalons étaient très serrés. Moi, j'avais une préférence pour les vestes avec la coupe qu'on appelle la coupe Spencer. Et donc, quand j'étais jeune, je m'achetais que des petites vestes à coupe Spencer. Vous savez tout, mais je suis monté au grenier pour chercher tout ça. Et vous, Marjolaine, alors vous nous avez un tout petit peu spoilé tout à l'heure, vous êtes une historienne, donc on se dit forcément vous allez nous sortir une série en noir et blanc des antiquités sérielles, c'est ça? J'ai pas mal effectivement de séries dans mon grenier et celle-là est contemporaine de celle d'Emmanuel puisqu'elle a été diffusée aux États-Unis entre 1965 et 1971. Le pilote était en noir et blanc, mais ensuite, on est passé à la couleur. Il s'agit de, en français, Papa Schultz. En langue originale Hogan's Heroes. Donc, pour faire vite, c'est La Grande Évasion version sitcom. C'est-à-dire qu'on est dans un camp de prisonniers de guerre en Allemagne, avec géré donc par le colonel Klink, qui est aussi bête que rigide, et qui évidemment se vante au début de chaque épisode que jamais personne ne s'est évadé de son camp. Et dans les 168 épisodes de la série, évidemment, une voire plusieurs personnes s'évadent de son camp à chaque épisode. Celui qui vole toutes les scènes, c'est donc celui qui a le titre français, c'est Papa Schultz, le sergent Schultz, qui est là encore cette autre caricature d'Allemand, grand, gras, et qui fait lui aussi semblant de ne jamais rien voir et de ne jamais rien entendre des stratagèmes que donc le lieutenant Hogan et ses acolytes mettent en place pour faire évader telle ou telle personne. C'est évidemment toujours tiré par les cheveux. Voilà, c'est extrêmement drôle, c'est de la sitcom, c'est tout ce qu'on veut. En même temps, si on la regarde avec un deuxième niveau de lecture, il y a plein de choses qui grincent dans cette série, notamment le fait que tous les personnages d'Allemands sont incarnés par des Juifs et en 1975, la plupart d'entre eux ont quitté littéralement l'Allemagne nazie pour fuir les persécutions et faire continuer leur carrière d'acteurs à Hollywood et donc ils incarnent évidemment leur personnage avec une dimension supplémentaire tout en étant vraiment de très grands acteurs comiques. Et il y a aussi parmi les prisonniers, il y en a un qui est censé être français et qui est incarné par un acteur français qui s'appelle Robert Clary et qui lui a passé son adolescence entre Auschwitz et Buchenwald. Voilà, donc il y a évidemment des choses assez dures derrière ça. On sent aussi quand on regarde les 168 épisodes qui sont disponibles en DVD, on sent aussi l'évolution de la société américaine à la fin de ces années 60. Il y a évidemment l'un d'eux qui est un noir américain et les rôles qu'on lui prête au fur et à mesure des épisodes évoluent aussi avec le rôle des Noirs dans la société. Et puis, dernière chose, l'équivalent de James West pour cette série, donc, qui est interprété par Robert Crane, et a été tué quelques années après la fin de la série dans des circonstances non encore élucidées. Donc voilà, donc il y a du mystère, des ombres de la Shoah qui planent sur cette sitcom extrêmement drôle, et encore plus drôle s'il y a des germanophones en version allemande, et on peut en entendre des extraits dans la superbe édition DVD de l'intégrale que je recommande à tout le monde.
Les Mystères de l'Ouest pour Emmanuel, Papa Schulz pour Marjolaine Boutet. On est dans les séries des années 60. Gilles Verviche, vous êtes remonté aussi loin? Alors moi, au contraire, je vais me rapprocher. Alors j'aurais pu vous parler évidemment de ma série Doudou Colombo, mais j'ai déjà écrit un petit texte dans notre saison du mois d'avril. Je vais remonter beaucoup plus près dans le temps, une série qui a maintenant une quinzaine d'années, hein, voilà. Alors si vous avez aimé En Thérapie et que vous aimez par ailleurs Le Parrain de Coppola et Les Affranchis de Scorsese, je ne saurais trop vous recommander ma série préférée de tous les temps, Les Sopranos, avec le regretté James Gandolfini qui est mort en 2013, je crois. Voilà, bon, pour moi c'est la meilleure série de tous les temps. C'est un film qui dure 80 heures en fait. Il n'y a pas de défaut. Enfin, je sais pas quoi vous dire. Donc c'est l'histoire de Tony Soprano avec parrain du New Jersey qui va chez le psychanalyste joué par Lorraine Bracco, donc qui fait la femme de Ray Liotta dans Les Affranchis d'ailleurs. Et donc on est entre sa vie de mafieux et sa thérapie. Donc c'est quand même pour trouver les failles d'un mafieux, faut y aller. Enfin c'est vraiment voilà. Et puis tout est extrêmement bien fait. Sa vie de famille, tous les personnages. Je sais même pas comment en parler. Tellement c'est parfait. Alors, évidemment, là, dans le genre personnage complexe, on fait pas mieux puisque c'est objectivement un salaud, un truand. Il y a rien pour le rattraper. Enfin, vraiment, il est humainement, c'est quand même une pourriture. Et comme c'est le héros, bah, on s'attache à lui. On est très attaché à lui. On découvre ses petites failles. Alors, il va pleurer. Il va pleurer devant un petit poisson et puis il va aller tuer 10 mecs après. Enfin, voilà, je trouve qu'il y a un rapport avec la mer pendant les 2 premières saisons. Voilà. Moi, je trouve que de cette ère des séries contemporaines qui ont émergé maintenant avec Netflix, je pense qu'on n'a pas fait mieux. Je trouve que c'est un bijou cinématographique. Au niveau des personnages, rien n'est plus creusé. Il y a aussi Michael Imperioli qui a un petit rôle dans Les Affranchis justement, hein, qui fait le porteur de verre dans une partie de poker là, qui se fait tuer par Joe Pesci. Là, il a un rôle, il joue extrêmement bien. Tout le monde joue bien, les enfants, sa femme surtout. Donc je recherche le nom de l'actrice qui est excellente, qui joue sa femme. Enfin bon, bref. À voir. Vous pouvez pas mourir sans avoir vu Les Sopranos. Sinon, c'est pas la peine de dire que vous êtes spécialiste de série. Enfin, je veux dire, ça n'a aucun sens. Exactement, Gilles. Partagé, je crois que Les Sopranos font partie des meilleures séries pour beaucoup de personnes et c'est vraiment des séries à voir comme The Wire aussi, je pense, avec de David Simon. Vous, Emma, vous avez quoi dans votre grenier à séries? Moi, j'avais envie de vous parler d'une série de mon enfance, Code Quantum, puisque cette série en fait débutait il y a 30 ans sur NBC et donc c'est une série SF du début des années 90 et qu'on peut redécouvrir aujourd'hui. Donc c'est une série qui a été créée par Donald Belisario et le principe de la série, c'est le voyage dans le temps. Donc, dans le cas de Code Quantum, en fait, le principe même du show, c'est de raconter la façon dont, en 1999, en fait, Sam, qui est joué par Scott Bakula, qui est un brillant scientifique physicien, teste une machine temporelle et se retrouve prisonnier dans le passé, mais le principe, c'est que à chaque épisode, en fait, il va passer d'un personnage à un autre en rentrant dans la peau de ce personnage et il se rend compte assez rapidement que à chaque fois qu'il arrive dans la peau de quelqu'un, eh ben, il est capable de résoudre un problème en vivant à travers ce personnage. En fait, il prend la peau du personnage, puis visiblement, l'autre est envoyé dans le futur et il est aidé dans sa quête par Hal, qui est son meilleur ami et qui est resté, lui, en 1999, mais qui est une espèce d'hologramme qui va lui envoyer des informations. Alors, moi, ce qui fait que j'ai beaucoup aimé cette série, je pense aussi que c'est peut-être parce que devait germer mon désir de comédienne, puisque je suis aussi comédienne, qui allait arriver plus tard et que c'est génial de jouer tous ces personnages de fous et de nous entraîner là-dedans. Mais aussi, je pense que sur le fond,
je m'intéresse aujourd'hui beaucoup à la physique et à la mécanique quantique et je trouve que c'est pas mal foutu sur le plan vraiment du voyage dans le temps. En fait, il y a un truc qui a l'air de se tenir à peu près à travers ce personnage. Et puis surtout, c'est une série où en fait, on a 2 personnages principaux qu'on retrouve à chaque épisode, mais l'environnement change tout le temps. Puisque le personnage de Sam Beckett, en fait, résout des erreurs du passé et là où c'est quand même plutôt pas mal foutu. C'est-à-dire qu'en fait, il change l'histoire sans vraiment la changer, puisqu'il y a, je me souviens d'un épisode autour de Lee Harvey Oswald, etc. Bref, et puis on le découvre aussi en Elvis Presley. Enfin, on a pas mal de choses assez sympas qui nous permettent d'explorer en fait l'histoire américaine et en même temps de nous attacher à ce personnage qui vit par contre un drame personnel, puisque lui, il erre dans le temps et il ne peut pas rentrer chez lui et retourner chez lui, et je trouve que c'est assez bien foutu. Et puis même la fin de série est assez émouvante et a beaucoup questionné les fans et tout ça, et donc j'avais envie de vous partager cette série-là aussi parce que je l'ai beaucoup partagée avec mon papa, et voilà, j'avais envie de partager ce moment et de l'évoquer, peut-être aussi parce que c'est ça qui m'a donné envie de regarder des séries beaucoup. Voilà. C'était donc le premier épisode du podcast Intersaison, épisode au cours duquel on a évoqué les séries Paris Police 1900, disponibles sur Canal+, En Thérapie sur arte.tv, Lupin et The Queen Gambit, disponibles sur Netflix. C'est aussi le moment de remercier les saisonniers qui ont inauguré cet épisode pilote. Alors au générique, on avait Emmanuel Taïeb. Oui, merci. On avait Marjolaine Boutet, on avait Gilles Verviche et donc Emma Scali à l'instant qui vient de conclure, on a bien compris, pour son amour de jeunesse autour de Code Quantum. Merci beaucoup, vous pouvez aller consulter, lire et surtout relire la série, la revue, saison qui vient de sortir chez donc les meilleurs libraires, et vous pouvez aussi la voir à distance. Vous retrouverez la plupart des saisonniers dedans qui ont participé à ce premier numéro. Nicolas, avant de se quitter, merci pour l'animation, et je voudrais dire que la musique du générique est une musique originale composée par Phil Boisson, à qui j'adresse un très grand merci pour avoir donné cette signature à Intersaison. À bientôt donc, on espère, pour que cette émission perdure et puis se bonifie aussi. On se retrouvera comme ça régulièrement. Merci beaucoup à tous. Merci. À bientôt.